Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du Futur pour ce tout dernier épisode de la saison. Au programme aujourd'hui, c'est un ensemble de concepts, de technologies ou encore de questions éthiques au pluriel. Oui, mais l'intelligence artificielle a coutume de s'employer au singulier. Alors comment définir ce champ justement scientifique et numérique si particulier? Ce sera la définition de notre gros mot tech du jour. Elle a une idée derrière la tech, c'est Amélia Matar. Amélia, avec toi aujourd'hui, on va essayer d'aborder un autre versant de la tech, la low-tech. Et oui, Marjorie, je vais prendre le contre-pied de la Startup Nation et je vais vous proposer de nous intéresser à un concept vraiment disruptif, si j'ose dire. Aujourd'hui, Marjorie, j'ai une idée derrière la low-tech. Waouh, on attend avec impatience. Et ils ont peut-être des idées derrière la low-tech ou la tech tout court, mais en tout cas, ça va être l'objet de notre première partie de talk aujourd'hui. Parce que les startups, vous le savez, s'invitent à l'école et ça fait 7 ans que ça dure. Lancée en 2015, l'initiative portée par l'incubateur Agoranov célèbre la fin de son édition 2022 avec des lycéens, des lycéennes, des profs, des pépites du numérique et des deep tech qui ont porté cette saison. On en parle avec Jean-Michel Dalle, directeur d'Agoranov, l'incubateur qui supporte justement le programme Startup à l'école. Bonjour à vous Jean-Michel. Et puis avec Mathieu Croiset. Mathieu, tu es élève au lycée Saint-Nicolas à Paris. Tu es donc lycéen et tu as travaillé tout au long de l'année avec une de ces startups, DeepKey pour ne pas la citer, sur un projet d'architecture. Bonjour à toi. Bonjour. Et en deuxième partie, justement, de cette émission, une émission très riche pour cette dernière, faut-il mettre son cerveau sur pause pendant l'été? Bonne question, tiens, en tout cas, moi je vais le faire. Francis Eustache, neuropsychologue, président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires, sera avec nous pour en parler. Mais d'abord, focus. Et c'est l'acronyme de tous les challenges, IA pour intelligence artificielle, bien sûr. Un défi scientifique, tech, philosophique, mais aussi éthique. Et une gigantesque question aussi industrielle et de marché. Édouard Degnaud nous en dresse tout de suite la définition. C'est le terme au cœur de tous les débats dans le monde de la tech. L'intelligence artificielle, c'est le processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but, permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Pour y parvenir, 3 composants sont nécessaires. Des systèmes informatiques, des données avec des systèmes de gestion et des algorithmes avancés d'intelligence artificielle. Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'IA a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement très élevée. Le terme IA a été inventé en 1955 par l'ingénieur John McCarthy, considéré comme son pionnier. De nos jours, l'intelligence artificielle est indispensable au vu du nombre de données qui sont générées à travers le monde. Il est humainement impossible de toutes les absorber et les interpréter pour prendre des décisions complexes. L'IA est la base de tout apprentissage par un ordinateur. On la retrouve dans de nombreux objets du quotidien, dans les ordinateurs, les téléphones et les tablettes ou encore dans les assistants vocaux. Mais l'IA pose aussi un grand nombre de questions éthiques et philosophiques. Jusqu'où l'intelligence artificielle pourra-t-elle aller? Quels pouvoirs vont avoir les machines? Autant de questions auxquelles il faudra apporter des réponses dans le futur. L'IA est un tel marché aujourd'hui qu'il s'élèvera à 90 milliards d'euros en 2025, selon les estimations. Et tout de suite, les startups s'invitent à l'école. On en parle avec nos invités. C'est la première partie du talk. Et pour revenir sur cette très belle initiative, ça fait 7 ans d'ailleurs qu'elle est d'actualité. À mes côtés, Jean-Michel Dalle, vous êtes le directeur d'Agoranov, l'incubateur. 20 ans d'expérience pour cet incubateur vraiment qui a vu passer de très nombreuses startups, mais aussi désormais licornes françaises. Parmi vos rangs, vous avez initié ce programme Startup à l'école en 2015. Mathieu Croiset, vous êtes élève de terminale au lycée Saint-Nicolas à Paris. Vous avez travaillé avec une justement de ces startups pour ce programme pendant les 6 derniers mois. Jean-Michel, d'abord, je voudrais qu'on revienne très rapidement sur ce qu'est Startup à l'école, la façon dont justement vous avez eu envie de mettre en place ces programmes, de les initier aux côtés des collégiens, des lycéens et des lycéennes. L'idée, c'était quoi? C'était de se dire qu'avec toutes les pépites que vous voyez passer au sein d'Agoranov, il y avait une matière pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Exactement. En fait, le constat de départ, c'est très simple, c'est le fait de se dire que toutes ces startups
non seulement qu'on voit passer, mais les milliers et dizaines de milliers de startups qu'il y a en France, pour parler de notre pays, ça représente autant d'innovations qui ont du potentiel pédagogique. Et donc, on avait vu spontanément se développer des exemples sans qu'on fasse rien, entre guillemets, parce qu'il y avait des connaissances personnelles qui faisaient que tel prof connaissait tel cofondateur de start-up. Et en fait, on a été frappé par ça et on s'est dit, mais en fait, en plus, culturellement, les start-up, elles sont souvent plus faciles d'accès pour beaucoup d'enseignants. Et donc, on a lancé cette initiative avec, au départ, la question qu'on se posait, c'était est-ce que les enseignants vont être preneurs, etc., motivés. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à toutes les demandes en Île-de-France d'enseignants. Ouais. Donc, c'est vraiment dans le temps scolaire. C'est à l'initiative des enseignants et c'est avec le rôle pour l'incubateur de faire en sorte qu'ils puissent rencontrer une ou des startups avec lesquelles le projet puisse se monter, puis qu'après, évidemment, on puisse le suivre. Et c'est des choses extrêmement variées qui peuvent se passer, comme je crois qu'on va en avoir un excellent exemple à l'instant. Absolument, avec vous Mathieu, et j'avais envie d'ailleurs que vous nous expliquiez comment se passe justement ce matching entre les enseignants, entre les lycéens, les lycéennes et entre les startups. Vous avez travaillé pendant les 6 derniers mois avec Deepkey. Deepkey, c'est une startup qui est assez, enfin une startup qui est même maintenant plus qu'une startup, c'est une très belle scale-up puisqu'elle vient de lever 150 millions d'euros au mois de mars et qu'elle a même racheté son concurrent au Royaume-Uni, c'est dire. Deepkey, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont éditer des logiciels pour pouvoir réaliser des audits énergétiques, notamment dans le secteur de l'immobilier. Pour le dire clair, ils aident justement ces PropTech, ce secteur de l'immobilier, à pouvoir mesurer leur impact carbone, à même l'anticiper pour pouvoir encore mieux construire. Ça, c'est une bonne chose. On vous a tout de suite proposé, Mathieu, de travailler avec Deepkey, ou vous avez eu le choix de finalement aller vers un secteur tech qui vous intéressait peut-être plus qu'un autre? Bah alors, personnellement, on est plus dans une filière technologique qui est portée justement sur la tech. Je suis en architecture et construction, donc ça rejoint un peu Deepkey avec l'empreinte carbone. Donc, ça a été tout un cheminement qui a été très, très bien fait parce que justement, cette start-up, elle a été directement dans notre secteur, dans notre champ d'activité. Donc, c'était très intéressant. D'ailleurs, tout notre projet, on n'avait pas pensé forcément à l'empreinte carbone au début. Et quand on a présenté notre projet à la start-up, on s'est finalement dirigé vers tout ce qui est empreinte carbone avec plein de données qu'on a pu collecter sur les différents matériaux. C'était très intéressant justement de travailler sur ce point-là. Et le travail s'est passé comment donc? Est-ce que vous rencontriez à fréquence régulière les fondateurs ou les collaborateurs et collaboratrices de Deepkey? Comment est-ce que le projet tout court a été mené? Dites donc, c'est vraiment la fin de la saison avec vos enseignants et vos enseignantes. Il y a eu une mesure, j'allais dire quasiment d'impact là aussi, de la façon dont le projet se déroulait pendant les 6 derniers mois. Alors, on a déjà eu un premier rendez-vous au début de l'année où on nous a vraiment présenté ce qui était une start-up. Et après, on a eu aussi le déroulé de la startup Deepkey qui nous a présenté un peu son champ d'application. Et on a fait un premier jet de notre projet. Et après, on nous a donné quelques informations sur comment on pourrait améliorer notre projet, comment justement notre projet pourrait être mieux développé sur certains points. Et on a eu tout un regard différent qui était vu par une start-up. Et c'était très intéressant d'avoir ce regard-là qui est différent du milieu scolaire dont on est, qui est très focus sur certains points. Et finalement, si on n'aurait pas eu ce programme, on n'aurait pas finalement atterri sur le sujet de l'empreinte carbone, par exemple. On serait juste resté sur l'architecture et construction pure. Et il n'y aurait pas d'ouverture d'esprit à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça vous a aidé à apporter du concret, justement, dans toutes ces recherches sur l'impact carbone des projets en architecture que vous menez, justement, avec votre lycée. Ça permet aussi de se dire, OK, il y a une réalité du marché auquel on ne s'attendait peut-être pas parce que, c'est normal, on est encore au lycée, on n'a pas besoin de s'y confronter tout de suite. Et finalement, ça y est, on comprend ce qui peut fonctionner ou pas au début de l'idéation, au début de l'imagination même du projet. Oui, c'est sûr, mais tout ce qui est l'univers des startups, quasiment toute la classe, voire tout le lycée, ne connaît pas trop ce domaine. Et justement, c'était intéressant de voir comment ils ont lancé leur projet, comment Agoranov a pu les aider à se développer.
Et justement, ça a donné des idées à certains pour se lancer dans une création, dans une start-up qui sera peut-être un jour dans vos locaux. Et c'était très intéressant de voir comment ils se sont développés et comment nous, on pourrait adapter justement leur schéma à notre vie pour arriver à un stade aussi évolué qu'ils ont. Et c'était très intéressant aussi de voir comment finalement tout leur développement a été un processus qui est très complexe, mais finalement le résultat est là. Et c'est très intéressant de voir comment nous aussi, on pourrait justement s'insérer dans ce domaine. On va revenir dans un instant au concret justement de la solution que vous avez développée avec DeepKey pendant ces 6 derniers mois. Mais d'abord, Jean-Michel, alors on voit que peut-être en effet les projets qui naissent de ces matchings entre les startups, les enseignants, les enseignantes, les lycéens et les lycéennes peuvent donner de futurs pousses à être incubés par Agoranov. Comment est-ce que vous organisez justement, encore une fois, la mise en relation entre les établissements et les startups? Est-ce que c'est assez large? Les établissements peuvent aller, si j'ose dire, piocher dans l'immense catalogue qu'est celui d'Agoranov en se disant « Ok, ça, je pense que ça peut être plus intéressant parce qu'on a un projet pédagogique qui correspond bien à cette proposition ». Alors, plusieurs choses. La première, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore eu le plaisir d'incuber une start-up qui aurait été portée par un élève qui aurait bénéficié des start-up à l'école, mais le jour où ça sera le cas, je garantis le champagne, puisque bien évidemment pour nous, ça serait quand même une grande réussite. On le célébrera par avec rapport à des choses. Et avec grand plaisir, on vous invite avec grand plaisir. On fait une émission spéciale si vous le voulez. Alors, pari tenu, tiens. Voilà. Ensuite, on ne le fait pas en même temps pour ça, bien évidemment. On le fait, il y a 5000 élèves maintenant qui ont bénéficié des start-up à l'école. On le fait pour que la culture de l'innovation diffuse et on le fait pour que les profs puissent se servir d'une certaine manière des innovations des startups de mode pédagogique et puis pour que tous ces mondes se rencontrent. Et donc, on fait un travail qu'on appelle de médiation dans le domaine CSTI, c'est-à-dire un travail dans lequel on aide les profs à préciser leurs besoins et à identifier les startups, quitte à leur en présenter 2 ou 3, qui seraient les mieux adaptés avec ce qu'ils ont envie d'amener. Et par rapport à ça, si je peux révéler une partie de la secret sauce de l'opération. Mais évidemment, au contraire, on est là pour ça. Pourquoi est-ce que ça se passe bien entre des élèves de collège, de lycée, ou même BTS, etc., et des startups? C'est parce qu'ils sont tous en avance sur nous. La jeune génération est en avance sur nous par rapport à ses préoccupations. Par exemple, par rapport à l'environnement, je pense que la jeune génération est en avance sur les générations suivantes, mais ce n'est pas le seul domaine. Dans l'utilisation de la technologie, dans plein de choses. La jeune génération est, et ce n'est pas pour leur faire plaisir, en avance sur nous. Et les startups sont... Pourtant, ça a l'air de faire très plaisir, en l'occurrence, à Mathieu. Et les startups sont aussi en avance sur nous, structurellement. En fait, les startups, c'est des gens qui ont vu des besoins qui ne sont pas encore couverts, qui vont devenir mainstream. Doctolib, qu'on a eu le plaisir d'incuber, on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde aujourd'hui que prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est vachement simple via des outils comme Doctolib. Quand on a accepté Doctolib en incubation, c'était avant le début des startups à l'école. Je peux vous garantir que le scepticisme qui régnait dans ce domaine-là était au moins aussi grand que celui qui régnait vis-à-vis de DeepKey au moment où il se lançait, par rapport au fait de pouvoir ainsi optimiser les choses par rapport à des questions de carbone. Mais pourquoi il y a ce scepticisme? Parce qu'ils sont juste en avance sur nous. Et donc, ils sont en avance sur nous, les uns et les autres, mais eux, ils sont au même point. C'est nous qui sommes quelque part un peu en retard par rapport à eux. Et donc, après, très sincèrement, la mayonnaise, je crois, prend facilement, prend naturellement, parce qu'il y a quelque chose qui passe qui fait partie un petit peu de notre avenir. Nous, on est juste là pour faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et cette mayonnaise, Mathieu, du coup, elle a pris assez facilement. C'est ce qu'on entend aussi dans l'enthousiasme avec lequel vous témoignez de ces 6 mois de travail aux côtés de DeepKey sur ce projet très particulier. Vous attendiez à découvrir ce que vous avez découvert sur les startups avant de pouvoir travailler avec DeepKey. Vous aviez quelle image, justement, du monde du numérique? Je pensais que c'était très fermé, que c'était un domaine où seule une petite partie pouvait y accéder, alors que pas du tout, tout le monde peut se lancer. Il y a plusieurs types de formations qui ont été faites avant, plusieurs parcours différents, et ils sont tous retrouvés au même point, ce que je ne pensais pas tellement possible avant,
Par exemple, il y en a qui avaient créé aussi dans le domaine de la tech, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans ce domaine au début. C'était très intéressant de voir tous les parcours et comment ils sont arrivés à cela. Du coup, on nous l'a inculqué de manière plus ludique que ce qu'on pourrait nous apprendre à l'école, de quelque chose qui est très fermé sur le monde. Et ces découvertes, aujourd'hui, ça vous donne envie justement de prolonger l'expérience, peut-être après, en début d'études supérieures, de vous lancer là aussi dans l'entrepreneuriat pur et dur? Alors, ça serait plutôt après mes études. Peut-être que je vais lancer, après quelques années, mon entreprise. Justement, je vais faire un diplôme d'architecture et donc, justement, peut-être après ouvrir mon cabinet d'architecture plus spécialisé, par exemple, dans les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, justement, on a pu voir comment on pouvait se développer, justement, dans ce domaine, qui n'est pas si fermé que ça, finalement, on pouvait s'insérer. Et c'est très intéressant de voir, justement, ces deux parties. Oui, absolument. Et puis, il y a aussi énormément d'autres univers qui sont justement exploités au cours de start-up à l'école. On le voit ici sur l'impact carbone et sa mesure et l'architecture avec vous, Mathieu, et avec Deepkey. On peut parler aussi de Spoon, par exemple, qui a participé à l'édition de cette année, qui est une start-up qui est experte en robotique interactive et en robotique sociale. Apnil, spécialisée dans l'apnée du sommeil, ou encore Sublime Énergie. Là, on rejoint un peu la question de la RSE, quoique Sublime Énergie, en l'occurrence, consacre son activité à la liquéfaction de biogaz. On voit que les chances sont infinies. Il y a je voudrais revenir aussi sur un point de ce qu'a dit Mathieu. Il y a une très grande diversité des startups dans ce pays. Et je pense que l'image qu'on a souvent des startups, que le grand public a des startups, en toute humilité, c'est pas quelque chose qui correspond à la réalité, ni par rapport à la variété des choses, parce que pendant longtemps, l'image des startups était vraiment essentiellement numérique. Alors qu'on se rend bien compte aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être au jury de quelque chose qui s'appelle Agri20, qui va bientôt être annoncé pour récompenser des startups, labelliser des startups dans le domaine de l'agriculture. J'ai été absolument mais frappé, émerveillé par la variété des choses qui se passent dans ce secteur au niveau national, dans des choses extrêmement variées. Donc même moi, qui suis immergé plutôt dans ces questions, je continue à être frappé par ce qui se passe. Donc, bien sûr qu'il y a une très grande diversité des startups et que c'est pas un monde fermé. Mais ça, il n'y a pas que en terminale qu'on pense que c'est un monde fermé. Je rencontre plein de gens qui pensent que c'est un monde fermé, alors qu'en fait, c'est un monde ouvert parce que les fondateurs des startups sont assez naturellement portés à partager avec d'autres. C'est quand même des gens sympas. Et ça me permet de remercier Emmanuel Blanchet en particulier, qui est l'un des deux cofondateurs de Deepkey avec Vincent Briand, que je connais également très bien, et qui a participé directement au projet dans lequel Mathieu a été impliqué. Quand on est cofondateur d'une start-up qui a levé 150 millions d'euros, je pense que ça mérite des remerciements spéciaux d'avoir consacré du temps. Mais ce que ça dit aussi, c'est que ils sont ouverts, à quel point les fondateurs de start-up sont ouverts et à quel point ils ont envie, bénévolement, de contribuer, de donner et de faire en sorte que la jeune génération puisse aussi facilement créer des ponts. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. On comprend bien l'intérêt des établissements, des lycéens et lycéennes comme vous Mathieu. Quel est l'intérêt de ces startups alors que vraiment, pour la plupart d'entre elles, sont déjà des scale-up en plus, ont énormément de choses sur leur to-do list à accomplir. Quel est leur intérêt d'aller dégager du temps en plus, de consacrer ce temps, vous le disiez bénévolement, à accompagner ces lycéens, ces lycéennes pendant 6 mois? Leur intérêt, c'est de donner, c'est la bienveillance. En fait, même si c'est le give-back de l'écosystème. Mais ce mot a été galvaudé. On a mis le mot de bienveillance à toutes les sauces, mais on avait encore récemment justement des témoignages dans une réunion avec le ministère de l'Éducation nationale qui soutient les startups à l'école maintenant depuis 1 an, et donc on est très heureux de ça. On était avec eux il y a quelques jours, on leur a présenté des start-upers, en l'occurrence 2 start-upeuses, qui avaient contribué aussi aux startups à l'école et qui ont spontanément dit, comme Emmanuel, qu'ils ont fait ça parce que ça leur faisait plaisir, parce que c'était bien, parce que c'était une contribution. Et c'est aussi cette image-là des startups qu'on veut, nous... Je ne sais pas si c'est cette image-là qu'on veut donner, mais on veut essayer probablement indirectement de casser une image autre
Oui. Les startups, c'est des bipèdes, sont portés par des bipèdes extrêmement normaux, comme vous et moi. Il paraît. Une start-up, c'est un collectif dans lequel il y a plein de métiers qui viennent pas forcément de la tech. Donc, c'est pas en plus simplement un ou deux fondateurs, etc. C'est un collectif. Même quand elle a que 2 ans, qui sont 8 ou 10, c'est déjà plein de métiers différents. Et donc, ça donne plein de possibilités et plein d'idées. Et bien sûr que pour beaucoup d'entre eux, ils ont envie, c'est notre boulot dans le contexte des startups à l'école, de faire en sorte que leur temps soit optimisé, bien entendu. Et on a conçu la manière dont les choses se passent pour ne pas leur prendre trop de temps. Ça, c'est normal, c'est banal. Par contre, eux, ils sont trop contents de faire ça, tout simplement. C'est du win-win après Startup à l'école, Startup au ministère, qui sait. On prend notre discussion dans un instant, messieurs, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de Cheryl Jessica Isengé. What the hell? Dude, what are you doing? Oh! Oh! Action. I see you looking at my PIC. I know, cause you dang, trying to dang, babakito, taxi. Hey, zoom in, zoom out. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Jean-Michel Dalle, évidemment le directeur d'Agoranov, l'incubateur qui est à l'origine du programme Start-up à l'école, et de Mathieu Croiset, même élève au lycée Saint-Nicolas à Paris, et qui a accompagné pendant 6 mois les destinées de Deepkey, ou plutôt Deepkey a accompagné les destinées dans des projets que vous menez en matière d'architecture. Il vient de nous rejoindre, c'est Francis Eustache, neuropsychologue, président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. J'espère que je l'ai bien dit, Francis. C'était bien. Bonjour. Bonjour à vous. Dans un instant, on va comprendre avec vous comment mettre notre cerveau sur pause. Vous restez bien évidemment avec nous, parce que d'abord, on va continuer à faire un peu travailler notre cerveau pour la chronique d'Amélia Matar. Hello Amélia, re-hello d'ailleurs. Hello, hello. Et aujourd'hui, on va essayer de se mettre dans, on va mettre les mains dans le cambouis plutôt, de la low-tech. On n'a pas forcément besoin de toujours d'être high-tech pour réussir à accomplir des choses. Absolument. Je dois vous dire que tout de même, j'adore notre époque numérisée, quoi qu'en disent des bougons des nouvelles technologies dont je vois d'ici les sourcils froncés face à la déferlante de likes et de shares que connaît notre époque. J'adore faire des rencontres fantastiques dans la vraie vie via les réseaux sociaux. J'adore que Google m'aide à trouver une solution à ce brocoli en perdition dans mon frigo. J'ai un indice, omelette. J'adore que nos médecins détectent mieux les cancers grâce aux algorithmes, et j'observe avec beaucoup de fascination ce mari connecté qui est le mien.
qui suit ses progrès en course à pied, tel un ingénieur de la NASA qui fait décoller la fusée Ariane. Peut-être un jour vais-je assister, moi aussi, à son décollage immédiat. Je n'oserais y assister moi-même. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette déferlante de numérisation et de connectivité, elle a ses limites quand même. Alors c'est du moins l'idée défendue par Philippe Biouy, ingénieur spécialiste des ressources minérales et des enjeux technologiques associés, auteur du livre L'âge des low-tech aux éditions Point en 2016. Et je dois dire que ces arguments sont assez convaincants. Bien sûr que la technologie de pointe est un progrès majeur dans de nombreux domaines, je suis la première à le penser, la santé d'abord, les transports, la construction, on vient de le voir avec la start-up DeepKey, mais tout de même, on ne peut pas nier que notre époque vit une fuite en avant technologique parfois discutable. J'ai envie de vous parler notamment de la newsletter Tech Trash, la newsletter Tech bête et méchante, qui s'est saisie de ce phénomène pour tourner en dérision des innovations tech franchement débiles. Je vous ai fait une petite sélection, ça me fait plaisir. Ouais. Alors on va commencer avec le Poop Detector, boosté à l'IA et guidé par un laser qui détecte les cacas de chiens pour les géolocaliser. On peut imaginer que nos bons vieux sens pourraient aussi faire l'affaire. J'ai un indice, ouvrir bien grand les yeux et le nez. Poursuivons avec cette serpillière connectée qui permet de faire le ménage tout en passant des appels et en écoutant de la musique. Évidemment qu'elle est écologique puisqu'elle est verte. Et une petite dernière pour la route. Attention, c'est vraiment trash. Le Gaming Bed qui vous permet donc de jouer à des jeux vidéo, de travailler, de vous restaurer sans bouger. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la low-tech, c'est pas forcément qu'une critique des dérives ou parfois, des abus un petit peu de la high-tech et du numérique, encore une fois, ultra connecté. On peut se dire aussi qu'il y a des technologies qui sont réellement utiles, en l'occurrence, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. On en parlait il y a un instant avec Mathieu et avec Jean-Michel, pour DeepKey notamment. Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies qui nous permettent effectivement de résoudre des vrais problèmes comme celui du réchauffement climatique. Alors ce que nous dit l'auteur, c'est que cette idée a aussi des limites et ces green tech sont aussi parfois très gourmandes en métaux rares qui, comme leur nom l'indique, sont rares et dont l'extraction est très problématique. L'extraction de ces minerais, des minerais contenant ces métaux est extrêmement polluante et nécessite beaucoup d'eau. De plus, elle pose des questions éthiques car elle se fait dans des conditions dangereuse pour la santé et la vie des travailleurs. Et dans certains pays, elle est même effectuée par des enfants et alimente les conflits armés. Bref, évidemment qu'il existe des technologies qui sont vraiment utiles, je le redis encore, mais ce n'est pas toujours la panacée. Donc ça veut dire quoi? On arrête tout? Il faut faire la décroissance de la tech? Alors, il ne s'agit pas de s'affranchir à nouveau de technologies qui sont vraiment utiles dans les domaines qui font progresser l'humanité. Mais tout de même, je vais être honnête, la société que décrit Philippe Biouy dans son livre est très différente de la nôtre et par certains aspects assez attrayante quand même. Allez, c'est parti, je mets ma casquette de bobo. Dans cette société, on vivrait plus lentement, beaucoup plus sobrement. On changerait totalement de paradigme avec une consommation plus raisonnée de tout, de transport, de loisirs, de biens de consommation divers et variés. Notre vie serait plus frugale, mais moins futile. Et pour vous faire une idée plus précise, je vous invite à faire un tour du côté du site Low Tech Lab, qui référence beaucoup d'initiatives considérées comme low-tech, dans un wiki très fourni pour réaliser vous-même des objets low-tech. Par exemple, vous pouvez y trouver un multicuiseur solaire, un ordinateur, donc on est quand même dans la tech, qui répond à des usages basiques, mais pour moins de 30 €, ou encore le recyclage des cellules de batterie d'ordinateur pour créer une lampe photovoltaïque. Si j'ai réussi à piquer votre curiosité, vous pouvez aller un peu plus loin et aller faire un tour du côté du site de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a consacré un numéro complet de son magazine Holotech suite à un rapport paru en mars dernier. Eh bien, merci infiniment. Tu nous proposes de mettre la high-tech, en tout cas sur pause l'espace d'un instant, avec des solutions beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus low-tech. On va, dans un instant, vous proposer de mettre votre cerveau sur pause. Cette fois-ci, c'est la deuxième partie du talk. Et on est toujours en compagnie, évidemment, de Jean-Michel Dalle, de Mathieu Croisset. Amélia est toujours avec nous. Et cette fois-ci, on a très envie, de débrancher notre cerveau pendant l'été. On va pouvoir le faire grâce à vous, Francis Eustache. Vous êtes neuropsychologue, président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Débrancher son cerveau pendant l'été, ça veut dire quoi? Vacances, j'oublie tout? Oh, j'oublie tout, non. On ne peut pas tout oublier et c'est pas souhaitable. Débrancher, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, mais c'est vrai que
ce que l'on sait, ce que les neurosciences nous apportent chaque jour davantage, c'est qu'au-delà des situations où on est toujours à répondre à des stimulations, vous voyez, c'est un peu le schéma, le vieux schéma behavioriste stimulus-réponse. On a besoin aussi de retourner vers soi, de reprendre un peu la main, de réfléchir, de se tourner vers le futur, enfin de retourner vers ses états internes en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout, au contraire, on voit les choses différemment, on prend un rythme un peu différent. C'est un peu le temps qui s'invite. Alors c'est vrai que la période des vacances, c'est une bonne période pour en parler, parce que dans la vie quotidienne, c'est parfois plus difficile. Tout dépend du métier qu'on fait, des activités que l'on a, du mode de vie que l'on a. Mais c'est vrai qu'on a tendance à être confronté à un mode de vie de plus en plus rapide. Là, ça, c'est une banalité que de le dire. Et donc, pour certaines activités, pour certaines acquisitions aussi, là, je pense plus aux plus jeunes, aux enfants, aux adolescents, on a besoin d'un temps long, hein, par exemple pour se plonger dans des livres un peu compliqués, et donc on a besoin de cet arrêt momentané, hein. Il ne s'agit pas de tout oublier, hein, c'est pas du tout ça, il s'agit de reprendre les choses différemment, leur porter un regard un peu nouveau, reprendre les choses, quoi, et de reprendre un peu la main sur le monde qui nous entoure et dans lequel, évidemment, on doit être totalement partie prenante. Alors, on fait cette pause estivale, on reprend la main sur le temps, on reprend la main sur nos activités. Et il faut quand même le redire, sans tâche particulière à accomplir, aujourd'hui, notre cerveau consomme 20% des ressources énergétiques de notre organisme. C'est seulement 5% de moins que si on devait effectuer des calculs mentaux ou se concentrer sur un problème, je crois. Oh, c'est encore plus simple que ça. Disons que notre cerveau, il est toujours en activité. Il est toujours en activité, même si on est, entre guillemets, au repos. D'ailleurs, c'est le point de départ de ces découvertes qui remontent à peu près aux années 2000, au tout début des années 2000, où quand on a comparé des situations dites de repos, quand on fait de l'imagerie cérébrale, et des situations d'activation, alors par exemple faire des problèmes de mathématiques, ou lire, ou faire des exercices de mémoire, en fait, ce qu'on a montré dans ces travaux-là, qui utilisaient une technique qui s'appelle la tomographie par émission de positons, eh bien avec cette technique, on montrait que l'activité globale du cerveau était en gros la même. C'est-à-dire que notre cerveau, il est toujours en activité, même s'il est au repos. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Par contre, les régions du cerveau qui s'activent sont différentes. C'est ça. Donc, c'est une question de synchronisation de réseaux. De réseaux qui ne sont pas parfaitement délimités, qui se superposent les uns par rapport aux autres. Et notre activité intellectuelle, en général, c'est l'activité de ces différents réseaux. Et l'un de ces réseaux, on l'a appelé parfois le réseau au repos, mais on l'appelle plutôt le réseau du mode par défaut maintenant. C'est un réseau qui se met en place justement quand on n'est pas confronté de façon en tout cas intempestive à des stimulations extérieures. Et donc quand on se tourne vers soi. Et ce réseau du mode par défaut qui a été découvert donc il y a une vingtaine d'années, il donne lieu maintenant à beaucoup de recherches parce qu'on s'aperçoit qu'il est très important. Il est très important pour en quelque sorte notre équilibre psychologique. On a besoin de lui, on a besoin en quelque sorte de stimuler notre réseau par défaut. Vous voyez, je joue un peu avec le paradoxe. Et c'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes. Vous voyez, paradoxalement, au repos, on va résoudre des problèmes, on va se projeter dans le futur. Ça, c'est très important de ne pas être dans un présent perpétuel, mais de pouvoir faire des allers-retours entre notre passé, donc on n'oublie pas, certes, notre futur et puis nos aspirations. Et donc, on a besoin de ces moments. Alors, ce n'est pas forcément des moments où on ne fait rien. Par exemple, si on conduit une voiture dans un endroit qui est calme, le réseau du mode par défaut, il se met en place. Ou quand on écoute de la musique, oui, il y a des tas de situations. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir à répondre à des stimulations permanentes. C'est ça qui
qui met out en quelque sorte le réseau du mode par défaut. De laisser du coup son cerveau soit se mettre un peu en pilote automatique finalement, si je vous entends bien sur l'exemple de la conduite ou l'exemple de l'écoute musicale, pour qu'il puisse justement lui faire son travail en fait et libérer ce réseau mode par défaut pour pouvoir contribuer à la résolution de problèmes de façon assez intuitive en réalité. Ça veut dire quoi exactement, Francis? Ça veut dire que, ok, on a cette opportunité de pouvoir le faire pendant l'été, mais en réalité, on peut le faire tous les jours. On est un peu des monsieur et des madame Jourdain de l'éteignage de cerveau, si j'ose dire. Oui, on va le faire tous les jours, bien sûr, et c'est plutôt souhaitable de le faire un peu tous les jours. Ceci dit, la vie quotidienne ne le permet pas toujours, en tout cas sur des moments relativement longs. Alors c'est vrai que l'été, enfin, où la période des vacances est propice, par exemple des longues marches, c'est typiquement une activité qui est tout à fait bénéfique pour le réseau du mode par défaut, la randonnée, des choses comme ça. Il y a aussi ce qui va accompagner ce réseau du mode par défaut, c'est une certaine rythmicité des activités et du corps. Donc ça, c'est une dimension relativement importante. C'est-à-dire que notre cerveau, il est en phase avec le reste de notre corps. Et trouver des méthodes pour avoir une activité relativement rythmique, par exemple la marche à pied, c'est vraiment un très bon exemple, mais il y a d'autres exemples. Ça nous permet de caler un certain nombre de rythmes, notamment le cœur, la respiration, etc. Et ça va être propice à la mise en place du réseau du mode par défaut. Ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir s'accorder, j'imagine, tout au long de l'année, ces rituels pour pouvoir libérer les potentiels, là aussi, de notre cerveau, tout simplement. Alors là aussi, en quelque sorte, chacun son truc. Mais ce qu'il faut favoriser, notamment pour les plus jeunes, c'est en tout cas des moments pour cela. Des moments pour cela, donc il faut veiller évidemment aux écrans. C'est pas les écrans en tant que tels qui sont un écran, c'est pas dangereux en soi, mais c'est la façon dont on les utilise et éviter des utilisations trop longues, enfin trop intempestives. C'est disons des conseils de bon sens en quelque sorte quand on dans la famille, enfin dans la vie quotidienne. Eh bien, écoutez, on va essayer de mettre ces conseils en pratique. Je vais d'abord les retourner, si j'ose dire, à la fois à Mathieu, à Amélia et à Jean-Michel sur ce plateau. Vous êtes prêts à mettre vos cerveaux en pause, messieurs, dames, pendant l'été? Bien sûr. Oui, Mathieu, complètement. Oui, Mathieu, complètement, parce que Mathieu est bachelier en plus. Donc c'est bon, là, il a quand même le droit de se reposer un petit peu quand même cet été avant de reprendre ses études d'architecture. Donc là, c'est bon, le planning de cet été, il est prêt, cerveau en pause. Oui, il est prêt. Il est prêt. Amélia, toi aussi? Absolument, moi c'est au programme. Jean-Michel, comment est-ce que justement on peut, au quotidien, même quand on est start-upper et start-upeuse, pouvoir mettre en application les conseils de Francis Eustache? Moi, je marche beaucoup. Ouais. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la marche. Et je pense que ça fait effectivement partie d'un équilibre qui peut faire écho à ce qui a été dit aussi sur la low-tech. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, dans les choses qu'on fait. Et je pense d'ailleurs, même dans le domaine des startups, que ceux qui se laissent un peu avoir à tomber dans l'excès, c'est pas ce qui va marcher le mieux. Je pense qu'à chaque fois, les solutions qui se mettent en place, c'est des solutions raisonnables, y compris sur le plan de la technologie. Donc oui, voilà, chacun trouve sa solution. Comme ça vient d'être dit, moi, c'est la marche. Francis, dans la première partie de cette émission, justement, on revenait sur cette initiative, cette 7e édition des startups à l'école, qui est portée par Jean-Michel et son incubateur Agoranov, et auquel Mathieu a participé avec une startup notamment qui s'appelle Deepkey. On voyait cette façon de fonctionner entre l'agilité des start-upers, la façon beaucoup plus raisonnée peut-être aussi d'accompagner ces lycéens et ces lycéennes sur les questions technologiques par les professeurs, et puis les lycéens et lycéennes eux-mêmes qui font justement le gap entre les deux. Ça veut dire quoi? Que même du point de vue des neurosciences, il faut qu'on reste le plus agile et qu'on se nourrisse des contenus, des influences, des modes aussi de fonctionnement des autres pour pouvoir avancer? Oui, je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin du monde moderne, du numérique qui transforme notre façon notamment de travailler et d'interagir. Moi, je travaille en neurosciences et c'est vrai que notre façon de travailler a complètement changé en 20, en 10 ans.
avec des possibilités notamment d'échange avec des chercheurs du monde entier, de partage de données, de travailler ensemble sur des données. Et ça nous fait avancer beaucoup plus vite. Il y a multiples exemples comme ça. Mais cette possibilité de communiquer est évidemment extrêmement intéressante. Ça nous permet d'aller plus vite. Et je pense que les jeunes ont tendance à gagner en dextérité. Et c'est bien, ils sont plus adaptés à des situations de la vie quotidienne. Et donc ça, c'est très important. Mais en même temps, il faut également trouver le temps. Il y a des activités qui demandent un temps long. Donc il faut aussi les respecter. Quand on veut entrer dans une œuvre de philosophie, par exemple, il faut du temps pour comprendre le cheminement de l'auteur, par exemple, le raisonnement de l'auteur. C'est pas quelque chose qui peut s'exposer en quelques mots, en 2 phrases. Donc il faut un temps pour comprendre tout cela. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à concilier. En tout cas, il faut y réfléchir déjà. Et il faut ensuite se donner les moyens, et notamment en cette période de vacances, pour reprendre un peu les choses. Et c'est très intéressant, en fait, c'est un exercice très intéressant, parce qu'on revoit les choses différemment, on arrive à résoudre des problèmes sur lesquels on était un peu buté. Donc ça, c'est plutôt enrichissant et satisfaisant. Alors, quelque chose qui demande justement à concilier aussi ce temps long et ce temps immédiat, c'est le projet que vous avez mené avec DeepKey, Mathieu, parce que je crois qu'avec justement tout l'apport des technologies SaaS de mesure de l'impact carbone amené par cette start-up, vous avez dû plancher, si j'ose dire, sur la réfection de Notre-Dame. Oui, comme on a vu plusieurs projets, que ce soit le projet de reconstruction à l'identique comme a été décidé par le gouvernement, mais aussi à d'autres solutions comme une verrière ou aussi du vitrail. C'était aussi mis en évidence et c'était très intéressant de voir entre ces différentes solutions apportées. Laquelle serait la plus intéressante au niveau énergétique, au niveau aussi du respect de l'environnement? Tous les 3 avaient des qualités et des défauts, mais c'était très intéressant de les comparer avec les données qu'on a pour justement apporter une solution qui va être finalement la meilleure pour l'écologie et pour aussi ce monument historique. Et on réconcilie en effet ce dont vous parliez, Jean-Michel, le fait de voir déjà dans le futur de la part des start-upers et des lycéens et lycéennes, et finalement le respect de la tradition architecturale, patrimoniale, que vous avez étudiée tout au long de l'année, Mathieu. Il y a une autre initiative aussi qui doit vous prendre quand même pas mal de temps. Donc c'est pour ça que mettre son cerveau sur pause cet été, c'est pas mal. Mais ceci dit, on va pouvoir aussi se concentrer avec vous. C'est le podcast que vous avez développé, je crois, sur les mathématiciens et les mathématiciennes. Oui, c'était un podcast qu'on a fait avec Monsieur Rossi, que je salue, et avec 2 de mes camarades, donc Alexis et Victor, que je salue également. Et donc, on a parlé des mathématiques dans notre monde, que ce soit des mathématiques poussées ou des mathématiques simples. J'avais utilisé l'exemple à la boulangerie, quand on donne l'argent pour la baguette, on donne le bon montant et justement, ça fait aussi partie des mathématiques. Et on a vu aussi toute la partie qui était avec de nombreux mathématiciens et mathématiciennes aussi, il ne faut pas l'oublier. On en a cité beaucoup. Et aussi du point de vue des algorithmes, qui était très intéressant de développer parce que, comme on dit, on sait que c'est une application, donc elle a besoin d'algorithmes, etc. Donc c'était très intéressant de voir comment, dans notre monde, on pouvait intégrer les mathématiques, les nouvelles technologies et les startups aussi sur la tech. Donc c'était très intéressant de mettre justement ces points-là en concordance pour avoir un résultat qui était frappant finalement. Ce qu'on appelle un bel exemple de multidisciplinarité et puis surtout la façon dont, en effet, en tant que consommateur de la technologie, on peut aussi reprendre le pouvoir dessus en l'en comprenant un peu mieux. Moi, j'ai un autre conseil à vous donner pour cet été. Vous pouvez débrancher votre cerveau, vous pouvez écouter le podcast de Mathieu, vous pouvez aller vous renseigner sur la façon dont vous pouvez rallier le programme Startup à l'école et vous pouvez aussi lire un très joli ouvrage, Comment naissent les mamans, un ouvrage d'Amélia Mattar. Bah oui, merci beaucoup Marjorie, effectivement.
le 7 juillet, disponible en librairie, mon premier roman, Ainsi naissent les mamans. Ainsi naissent les mamans, on va l'apprendre avec toi. Merci infiniment. Merci Francis Eustache de nous avoir apporté ces conseils pour nous aider à mettre notre cerveau sur pause et à savoir justement garder cette agilité et ce mode par défaut, ce réseau mode par défaut tout au long de l'année. Merci à vous. Merci Jean-Michel Dalle, comme toujours, d'être venu faire un tour sur le plateau de l'École du Futur. Merci Mathieu, bravo encore. Puis on attend d'en savoir plus sur le podcast, la deuxième saison, peut-être l'année prochaine, dans l'École du Futur. Et merci comme toujours et bravo vraiment à toi Amélia. On se retrouve dès la saison prochaine, dès la rentrée, pour des nouveaux épisodes de l'École du Futur.